Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Elle avait répété chaque étape pendant 11 mois. L'appartement, la fausse identité, la serviette, le sourire d'une femme perdue, tout cela pour l'atteindre. Ravi Kildry n'était pas un homme. C'était une forteresse de silence et de sang, et Selene avait un plan pour la détruire de l'intérieur. Lorsqu'il ouvrit la porte de la salle de bain et découvrit une inconnue là où personne n'aurait dû être, il ne cria pas. Il ne dégaina pas d'arme. Il se contenta de se racler la gorge, s'arrêter et demanda, d'un calme qui lui glaça le sang, « Qui êtes-vous » Elle avait la réponse par cœur. Le faux nom, l'histoire parfaite. C'était une défense pour la suite, car la vengeance a un prix, et quand elle est payée dans le sang, celui qui paie n'est pas toujours celui qui doit. Bonjour, je suis Désir criminel, et cette histoire ne fait que commencer. Sonnerie. Chapitre 1. Le plan parfait. L'appartement sentait la peinture fraîche et les mensonges. J'avais loué l'appartement 6 semaines auparavant sous le nom d'Irina Dvorak, un nom qui n'était pas le mien, lié à des documents, elle s'éclaircit la gorge, qui était faux, soutenu par une histoire que j'avais concoctée point par point pendant 11 mois. Le loyer était payé à temps. Les voisins ne posaient pas de questions, et le portier me connaissait comme la discrète traductrice du 5e étage, qui recevait rarement de visites et ne se plaignait jamais du bruit. C'était exactement comme il fallait. J'ai étalé les papiers sur la table de la cuisine pour la dernière fois. Le plan du Pantouse de Ravi Kildry trônait au centre, imprimé à échelle réduite et annoté de mes notes dans tous les coins. Ascenseur de service, accès par le sous-sol avec un badge d'entretien cloné. Terrasse, piscine chauffée, aucune caméra couvrant l'angle nord-ouest. Salle de bain attenante à la piscine, sans serrure intérieure. Les serviettes étaient renouvelées les mardis et vendredis. Ravik nageait tous les soirs entre 23h et minuit, seul, sans garde du corps à l'intérieur de la terrasse. Sa routine était une forteresse, et comme toute forteresse, elle avait une faille. Je connaissais le nom du gardien de nuit. Je connaissais le modèle de l'ascenseur, le temps de trajet exact entre les étages, l'intervalle de rotation des caméras du hall d'entrée. Je savais que Ravi Kildry buvait son café noir, qu'il restaurait de vieux livres lors de ses nuits blanches, et que la dernière personne qu'il avait trahie avait disparu de tous les registres d'état civil du pays. Je savais tout de lui. 11 mois de recherche, de filature, de reconstitution minutieuse du mécanisme qui m'avait mené à cette table, dans cet appartement, ce soir-là. Ce que je ne savais pas, c'était comment cesser de voir le visage de Théon chaque fois que je fermais les yeux. Mon frère aîné était mort 11 mois plus tôt, 3 balles dans la poitrine dans un entrepôt du port de Chicago, sans témoin ni caméra. La police avait classé l'affaire comme un homicide lors d'un vol, l'avait classé au bout de 40 jours et avait envoyé une lettre de condoléances avec son nom mal orthographié. Théon Amari devint un simple numéro dans un dossier que personne ne rouvrirait jamais, mais je n'étais pas de la police et je n'avais aucune envie de classer quoi que ce soit. L'enquête commença sous le coup de la rage et se mua en méthode. Je passai les premières semaines après les funérailles sans dormir, à éplucher les emails de Théon, ses relevés bancaires, les contrats qu'il avait audités en tant que comptable indépendant. La menace apparut au 3e mois. Une société écran liée à une maison d'importation de vin nommée Maison Hildry. Au 5e mois, j'avais déjà le nom du propriétaire. Au 7e, ses habitudes. Au 9e, le plan de l'immeuble. Et au 11e, le plan. Je ne voulais pas le tuer. Ce serait trop rapide, trop propre, et bien loin de ce qu'il méritait. Ce que je voulais était pire. J'allais infiltrer la vie de Ravi Kildry, faire en sorte que cet homme tombe amoureux de moi, puis tout détruire. L'empire, la réputation, ce sentiment de contrôle qu'il cultivait comme une seconde peau. Je voulais qu'il ressente ce que Théon avait ressenti dans cet entrepôt. Le sol qui disparaissait, les ténèbres qui l'envahissaient et l'absolue certitude que personne ne viendrait le sauver. Mon téléphone vibra sur la table et le nom de Léora apparut à l'écran, accompagné d'une notification audio. 4 minutes et 12 secondes. Je connaissais Léora Voss depuis l'école de traduction à New York, et la connaître signifiait accepter que n'importe quel sujet puisse se transformer en un monologue d'une durée imprévisible. J'appuyai sur lecture et sa voix emplit l'appartement comme si elle était assise juste en face de moi. « Séléné, je sais que tu ne vas pas me répondre parce que tu es là-bas à faire Dieu sait quoi, et tu refuses de me l'expliquer en détail. Mais je dois mettre les choses au clair, pour des raisons légales et émotionnelles. Je pense que tu devrais suivre une thérapie au lieu de jouer les espionnes. Je t'ai envoyé 4 podcasts sur la santé mentale la semaine dernière, et tu n'en as pas écouté un seul. Pas un seul. Le 3e parlait des cycles de vengeance et de la façon dont ils détruisent celui qui nourrit la rancune, et non celui qui est visé, et ça te décrivait parfaitement. Mais non, madame préfère jouer les héroïnes de thriller plutôt que de parler à un professionnel qualifié. Je t'aime, mais tu es la personne la plus têtue que je connaisse, même ma mère, qui persiste à croire que les micro-ondes provoquent le cancer. Appelle-moi quand tu peux, ou quand tu te feras arrêter, selon ce qui arrivera en premier.
Jairi. C'était un rire court et rauque, le genre de rire qui s'échappe quand le corps a besoin d'être soulagé et que l'esprit refuse tout autre rire. Léora ignorait tous des détails de ce que je faisais. Elle savait seulement que je préparais un truc qui finirait probablement dans un documentaire Netflix, comme elle l'avait elle-même dit des mois auparavant. Je ne lui en avais pas dit plus, car la protéger était la seule chose décente qui me restait. J'ai tapé une réponse rapide, « Je suis vivante. Je te dirai demain. » C'était un mensonge. Je ne lui dirai rien demain, ni après-demain, ni jamais, tant que tout ne serait pas fini. Mais Léora avait besoin d'une réponse, et j'avais besoin qu'elle cesse de s'inquiéter le temps que je fasse ce que j'avais à faire. Je me suis levé de table et je suis allé dans la chambre. Ma tenue était préparée sur le lit depuis le matin. Un pantalon noir, un chemisier en soie sombre, des chaussures plates, rien qui attire l'attention, rien qui entrave mes mouvements, rien qu'Irina Dvorak ne porterait pas n'importe quel soir. À côté des vêtements, la serviette blanche que je gardais dans mon sac, l'élément central de la mise en scène. L'idée était simple, me glisser dans la salle de bain de la terrasse avant que Ravik ait fini de nager, me mouiller les cheveux, m'envelopper dans une serviette et faire semblant d'être une cliente ivre qui s'était trompée d'étage. L'histoire était bancale, mais elle n'avait pas besoin de durer. Il suffisait qu'il me voie et que ce qu'il voit soit suffisamment intéressant pour lui donner envie de me revoir. Je me suis changé lentement, avec l'attention qu'on porte à un rituel. Chaque vêtement était une couche d'Irina recouvrant une couche de Sélène, et quand j'ai eu fini, je suis allé vers le miroir de la salle de bain et j'ai regardé la femme qui me fixait. Elle avait mon visage, mon corps et mes cheveux noirs qui m'arrivaient juste au-dessus des épaules, mais les yeux étaient différents. Sélène avait les yeux fatigués d'avoir pleuré en silence et d'avoir lu tant de fois le rapport d'autopsie de son frère que les mots ne ressemblaient plus à des mots. Ils ressemblaient à des cicatrices gravées dans sa mémoire. Pas Irina. Irina avait les yeux elle s'éclaircit la gorge. Quelqu'un qui ne porte rien, quelqu'un qui vient d'arriver en ville et qui est curieux du monde. Irina souriait facilement, avait un charme désarmant et mettait les gens autour d'elle en confiance. Irina était ma plus belle création et mon pire mensonge. J'inspirais profondément et prononçais son nom à voix haute devant le miroir, en sentant sa profondeur dans ma bouche. Irina. Cela sonnait comme une promesse faite à une inconnue. J'avais caché Sélène si profondément que personne, pas même moi, ne pourrait l'atteindre pendant que le plan se déroulait. Elle devait disparaître un temps, peut-être longtemps, peut-être pour toujours. Je pris le sac, éteignis les lumières de l'appartement et verrouillai la porte. L'ascenseur de service était à 17 minutes en voiture. Le badge cloné se trouvait dans la poche intérieure du sac, avec le téléphone jetable et $300 en petites coupures. La nuit de Chicago était froide et sans étoiles, comme si la ville pressentait mes intentions et avait décidé de ne pas éclairer mon chemin. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur à l'immeuble où Sélène Amari avait vécu ses derniers jours sous sa véritable identité. Puis j'ai enclenché la première et me suis dirigé vers l'immeuble de Ravi Kildry. Impossible de faire demi-tour. Chapitre 2. Qui êtes-vous? L'ascenseur de service sentait le désinfectant industriel et le vieux métal. J'y étais depuis moins de 30 secondes, mais chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps s'était donné pour mission de me punir de mon audace. Le badge cloné fonctionnait parfaitement sur le lecteur du sous-sol, sans le moindre signal sonore, exactement comme je l'avais testé à 3 reprises ces 2 dernières semaines, toujours aux aurores, toujours vêtu différemment, toujours en partant avant d'atteindre le niveau terrasse. Cette fois-ci, je ne partais pas en avance. L'affichage numérique clignotait les numéros d'étage tandis que l'ascenseur montait. 7, 8, 9. J'inspirais par le nez, retenant mon souffle pendant 4 secondes avant d'expirer lentement, comme l'avait appris une vidéo sur la gestion de l'anxiété que Léora m'avait envoyée des mois auparavant, avec cette légende, « Pour quand tu feras la bêtise que je sais que tu vas faire ». L'air sortit chaud et tremblant, et je fermai les yeux un instant, essayant de contraindre mon corps à obéir au plan que mon esprit avait déjà mémorisé. L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent sur un étroit couloir de service à la lumière tamisée et aux murs de béton apparents. À gauche, la porte du local technique. À droite, l'accès à la terrasse. Je tournai à droite, poussai la porte coupe-feu avec mon épaule et sentis l'air glacial de la nuit de Chicago me frapper comme une gifle. La piscine était à 20 mètres, éclairée par en dessous d'une lumière bleue qui donnait vie à l'eau, et le bruit rythmé des brasses déchirait le silence de la nuit avec une régularité presque hypnotique. Ravi Kildry nageait, exactement à l'heure, au rythme prévu, seul, comme je l'avais su. Le soulagement ne dura qu'une fraction de seconde avant d'être remplacé par une angoisse plus viscérale, la conscience aiguë qu'il n'y avait plus droit à l'erreur. Je traversai la terrasse, longeant le mur hors du champ de vision de la piscine, et me glissai dans la salle de bain attenante. Elle était plus grande que ma chambre dans l'appartement que je louais. Sol en marbre sombre, un miroir occupant tout le mur au-dessus du lavabo,
serviette blanche pliée en pile sur une étagère en verre. Je verrouillai la porte derrière moi et commençai la séquence que j'avais répétée des dizaines de fois devant le miroir chez moi. J'enlevai mes vêtements un à un et les pliai dans le sac. Je pris la serviette que j'avais apportée, m'en enveloppai, ouvris le robinet et mouillai mes cheveux jusqu'à ce que l'eau ruisselle sur mes épaules. Je me regardai dans le miroir et vis Irina me fixer. Cheveux mouillés, regard un peu absent, l'air de quelqu'un qui avait trop bu et qui essayait de se rappeler comment elle était arrivée là. Parfait. J'ai ajusté la serviette, ébouriffé un peu plus mes cheveux et me suis assise sur le bord de la baignoire pour attendre. Le bruit des coups de rein s'est arrêté. Mon cœur battait si fort que je sentais mon pouls dans mon cou, mes tempes et jusqu'au bout de mes doigts. Des pas mouillés sur le sol de la terrasse, le bruit de l'eau qui goutte, des pas qui se rapprochent, une ombre qui se déplace sous la porte, puis la poignée a tourné. La porte s'est ouverte et Ravek Yıldırız a rempli tout l'espace de sa présence, celle de quelqu'un qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour se faire remarquer. Il était plus grand que sur les photos, 1,90 mètres, peut-être plus, avec de larges épaules encore luisantes d'eau et des cheveux noirs plaqués sur le front. Il ne portait qu'un maillot de bain noir et une serviette jetée sur l'épaule gauche. Et il y avait dans sa façon de se tenir quelque chose qui me rappelait un animal sortant de l'eau, hésitant entre nourriture et menace sur la berge. Il m'a vu et n'a rien fait de ce à quoi je m'attendais. Il n'a pas crié, n'a pas reculé, n'a pas cherché d'arme. Il s'est simplement arrêté. Ses yeux, sombres, profonds, d'une froideur qui semblait s'être forgée au fil des années, se sont fixés sur moi avec une attention que j'ai ressentie sur ma peau comme un frisson. Il m'a scruté de la tête aux pieds en moins de 2 secondes, et pendant ces 2 secondes, j'étais absolument certaine qu'il répertoriait chaque détail. La serviette, les cheveux mouillés, la posture, les mains, l'absence de chaussures, l'absence de menace visible. Qui êtes-vous ? Sa voix était basse, maîtrisée, posée, comme s'il trouvait un inconnu. La salle de bain de son propre Penthouse n'était qu'un léger désagrément au milieu d'une nuit ordinaire. J'activai l'arène. Oh mon Dieu! Je me levai du bord de la baignoire avec la même surprise que quelqu'un pris au dépourvu, serrant la serviette contre ma poitrine comme une armure. Je suis désolé. C'est bien le 17e étage. Il ne répondit pas. Il resta dans l'embrasure de la porte, bloquant la sortie de son corps sans que cela paraisse intentionnel, et me regarda d'un air indéchiffrable. Ce n'était ni de la colère, ni de l'amusement. C'était quelque chose entre les deux, une curiosité froide et calculée, comme s'il résolvait une équation et que j'étais la variable qui ne rentrait pas « il y a une fête le 17 », poursuivis-je, ajoutant une pointe de gêne à ma voix, la gêne qu'éprouverait une belle femme, légèrement ivre, si on la retrouvait en serviette dans les mauvaises toilettes. J'ai bu plus que de raison, elle s'éclaircit la gorge. Et j'ai dû me tromper d'étage dans l'ascenseur. C'est vraiment embarrassant. Je suis déjà en train de préparer l'histoire que je vais raconter à mes amis demain. Ses lèvres bougèrent. Ce n'était pas un sourire. C'était l'ombre d'un sourire qui aurait pu en être un s'il était du genre à sourire aux inconnus. Il inclina la tête d'un demi-centimètre, comme quelqu'un qui ajuste l'angle pour mieux observer une pièce de musée dont il n'a pas encore déterminé l'authenticité. « Il n'y a pas de fête au 17e étage, dit-il. Le 17e étage, c'est un cabinet d'avocats qui ferme à 18 heures. L'information me tomba sur l'estomac comme un glaçon. Je savais qu'il n'y avait pas de fête. Le 17e étage faisait partie de la couverture. L'excuse facile qu'Arena utiliserait pour justifier la méprise, mais j'ignorais que c'était un cabinet d'avocats, et je ne savais pas que Ravek le saurait d'emblée. Erreur de recherche, mineure mais réelle. Je m'adaptais sur le champ. Alors peut-être que je me suis fait avoir par une fausse invitation et une bouteille de Prosecco, répondis-je. Il laissa échapper un petit rire forcé qui fit vibrer mon cœur, battant la chamade, ce qui, honnêtement, était plus probable que je ne voulais l'admettre. Il resta silencieux pendant 3 secondes. 3 secondes qui me parurent une éternité. Puis il s'écarta de la porte, non pas pour me laisser partir, mais pour prendre son téléphone sur la coiffeuse. Il composa un numéro et attendit. « Zané », dit-il sans me quitter des yeux, « monte ». Zané Akore était le bras droit de Ravek. Il arriva en moins de 2 minutes, ce qui signifiait qu'il était déjà à l'étage inférieur. Il entra dans la salle de bain comme on entre sur un terrain d'opération, le dos droit, le regard balayant chaque recoin avant de se poser sur moi avec une méfiance qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Zané était grand, plus mince que Ravek, avec le visage anguleux de quelqu'un qui dort peu et fait encore moins confiance, mais le voir en personne était différent. Il y avait une loyauté tranquille dans la façon dont il se tenait aux côtés de son patron, qui me fit comprendre pourquoi personne dans le syndicat Yıldırız ne s'interrogeait sur sa présence. Ravek dit j'ai dit quelque chose à Zané en serbe, rapidement, à voix basse, presque un murmure. Zané a répondu dans la même langue et a sorti son téléphone pour appeler la sécurité de l'immeuble. La conversation qui a suivi, en serbe,
a duré un peu plus d'1 minute. Vérification des caméras, registre des ascenseurs, vérification d'identité dans le système. J'étais préparé à ce moment. Des mois de préparation avaient inclus la création d'une trace numérique solide pour l'Arena Dvorak, et aussi quelque chose que je n'avais pas prévu d'utiliser si tôt, mais qui m'a échappé avant que je puisse le retenir. Zané a prononcé une phrase au téléphone, quelque chose à propos du badge de service et du registre d'entrée, et a mal prononcé un mot. L'erreur était subtile, le genre de chose que seul un Serbe courant pouvait remarquer, et je l'ai remarqué. Mon corps a réagi avant mon esprit, un sourire contenu et involontaire, et une correction de prononciation qui est sortie comme un réflexe, douce, presque inaudible, mais bien là. Zané s'est tu. Il a tourné la tête dans ma direction avec la lenteur de quelqu'un qui vient d'entendre un son qui ne devrait pas exister. Ravek, qui avait été appuyé contre la coiffeuse, les bras croisés, il me regardait aussi. Tous deux me fixaient avec la même attention, celle de prédateurs, il s'éclaircit la gorge, qui viennent de réaliser que leur proie sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. J'ai senti le sol trembler sous mes pieds et j'ai fait la seule chose qu'Arena aurait faite. J'ai transformé mon erreur en charme. « Excusez-moi », ai-je dit, avec une expression de gêne sincère qui m'a fait perdre tout contrôle. Je suis traductrice, un métier inutile avec des effets secondaires désagréables. Le silence qui a suivi a duré 5 battements de mon cœur. Zané a repris sa conversation téléphonique, mais son regard est resté fixé sur moi plus longtemps qu'avant. Ravek n'a rien dit, mais je l'ai vu avec la lucidité de quelqu'un qui a étudié chaque micro-expression de ce visage sur des centaines de photos, l'instant précis où il a enregistré l'information. Non pas dans ses lèvres, qui sont restées closes, mais dans ses yeux, qui sont devenus un peu plus alertes, un peu plus intéressés, comme si l'équation qu'il résolvait venait de gagner une nouvelle variable. La vérification de Zané confirma l'absence de menace. L'identité d'Arena était avérée. Le badge de service pouvait s'expliquer par la négligence d'un employé. L'histoire comportait des incohérences, mais aucune ne justifiait une réaction disproportionnée. Zané transmit le résultat à Ravek d'un regard qui en disait plus long que n'importe quel rapport. Je ne la crois pas, mais je n'ai pas de preuves. Ravek repoussa la coiffeuse et se dirigea vers la porte. Je vous accompagne jusqu'à l'ascenseur. Ce n'était pas une proposition. C'était un ordre. Nous descendîmes le couloir en silence, 2 pas derrière lui, pieds nus, enveloppés dans une serviette, les cheveux encore ruisselant d'eau froide. Le couloir était plus long que dans mon souvenir, ou peut-être paraissait-il simplement plus long parce que chaque pas aux côtés de Ravek Yıldırız semblait durer 2 fois plus longtemps. La lumière jaune chaude des spots encastrés donnait au mur de béton une apparence plus chaleureuse qu'il ne l'était, et le bruit de mes pieds mouillés sur le sol était le seul à rivaliser avec sa respiration contrôlée. À mi-chemin, il ralentit le pas. Il s'arrêta, ajusta sa foulée pour que je sois à ses côtés plutôt que derrière lui, et soudain la distance entre nous diminua, 1 demi-mètre, peut-être moins, assez pour que je sente la chaleur émanant de son corps, une chaleur résiduelle de la piscine chauffée mêlée à quelque chose d'intime, comme si la peau de Ravek avait une température qui défiait les lois de la physique. J'étais enveloppé dans une serviette, les cheveux mouillés dégoulinant dans mon dos, les pieds nus sur le sol froid, et pourtant, le côté de mon corps le plus proche de lui était chaud. Il me jeta un coup d'œil du coin de l'œil. Un regard furtif, en biais, comme un homme en jette quand il veut observer sans être vu, mais Ravek n'était pas du genre à agir par hasard. Il savait que je le remarquerais, et c'était le cas. Son regard glissa une demi-seconde vers mon épaule, où la serviette était maintenue par un pli précaire que je serrais plus fort que je ne voulais l'admettre, puis revint à la charge aussi vite. Sa mâchoire se crispa, une contraction minime, presque imperceptible, mais j'étais trop alerte pour ne rien manquer. Le couloir tournait à droite et Ravek tendit le bras pour indiquer la direction, un geste automatique, de ceux qu'on fait sans réfléchir. Sa main passa à quelques centimètres de ma taille, si près que je sentis le souffle de l'air contre ma peau nue, au-dessus de la serviette. Il ne me toucha pas, mais l'espace entre sa paume et ma taille se chargea d'une sensation indescriptible, qui me fit retenir mon souffle pendant 2 bonnes secondes. Nous tournâmes au coin. L'ascenseur était là, à 10 pas Ravek appuya sur le bouton et se tourna vers moi. Il se tenait près de moi, trop près pour que ce soit un hasard, assez près pour que je sente la chaleur qui émanait encore de sa peau après la piscine, mêlée à une odeur inattendue, boisée et propre, sans eau de Cologne, comme si son corps avait une odeur naturelle, sans artifice. « Ne reviens pas ici », dit-il d'une voix basse et monocorde, comme quelqu'un lisant un avertissement gravé sur un panneau. Ceux qui s'aventurent là où ils n'ont rien à faire ont tendance à se perdre. Et puis sa main, il me saisit le coude, fermement, chaudement, délibérément. 2 secondes, peut-être moins, le temps de me guider d'un demi-pas vers l'ascenseur qui venait d'ouvrir ses portes, et le temps que je sente cette main me transpercer la peau et s'installer quelque part qui n'avait rien à voir avec les coudes. La main se relâcha. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. J'entrai.
Ravek resta immobile dans le couloir, me fixant avec cette expression indéchiffrable de quelqu'un qui résout encore une équation. Les portes commencèrent à se refermer, et au dernier instant avant qu'il ne disparaisse de ma vue, je vis Anne apparaître derrière lui dans le couloir, silencieux comme toujours, les yeux rivés sur moi. Les portes se refermèrent. L'ascenseur commença sa descente, et je m'appuyai contre la paroi métallique froide et expirai l'air que je retenais depuis qu'il avait ouvert la porte des toilettes. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient. La peau de mon coude brûlait encore à l'endroit précis où ses doigts avaient appuyé, comme si le contact avait laissé une marque que la serviette ne pouvait couvrir, mais ce n'était pas de la peur. C'était la partie que je n'avais pas répétée. La variable non le plan sur 11 mois avait pris en compte la possibilité qu'entrer dans la vie de Ravek Yıldırız implique de ressentir quelque chose d'imprévu. J'ai refoulé cette pensée avec la même force que celle que j'utilisais pour tout ce qui menaçait la précision du plan et je me suis concentré sur l'essentiel. Il ne m'a pas mise à la porte. Il m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur et m'a retenu par le coude pendant 2 secondes superflues. Le plan fonctionnait. 2 jours plus tard, Ravek est venu me chercher. Chapitre 3, le loup et l'appât. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans la salle de conférence de la maison Yıldırız, traduisant un contrat d'importation de vin de Bordeaux comme si c'était la chose la plus naturelle au monde et non le fruit d'un plan d'infiltration que j'exécutais depuis près d'1 an. Ravek m'avait trouvé, ou plutôt, il avait envoyé quelqu'un me trouver. Le profil professionnel que j'avais créé pour Arena Dvorak était un piège déguisé en CV. Traductrice contractuelle internationale, spécialisée en français et serbe, avec des références vérifiables, se racle la gorge, et une liste de des clients fictifs si bien construits qu'aucune vérification de routine n'aurait pu déceler la moindre faille. Lorsque l'invitation à travailler chez Maison Yıldırız est arrivée par courriel, signée par quelqu'un du service juridique, j'ai attendu 24 heures avant de répondre. Irina n'était pas du genre à dire oui trop vite. Maison Yıldırız occupait 3 étages d'un immeuble de verre et d'acier au centre de Chicago. La façade était impeccable, un hall d'accueil aux boiseries sombres, une cave à vin climatisée visible derrière une paroi de verre, des catalogues de vins rares exposés comme des œuvres d'art. Derrière cette façade, le syndicat Yıldırız faisait circuler de l'argent sale, des contrats d'armement et exerçait une influence politique sur 3 continents, mais rien de tout cela n'était visible pour quiconque franchissait la porte d'entrée. Et c'était précisément cette invisibilité qui rendait le tout si efficace. J'observais, je cartographiais, je mémorisais le nom de chaque personne entrant et sortant du bureau de Ravek, la fréquence des appels, les horaires des réunions qui ne figuraient pas dans l'agenda officiel. Je travaillais sur les contrats avec l'efficacité que le CV d'Irina laissait présager, et je profitais de chaque pause entre 2 traductions pour comprendre les rouages de ce système. L'Empire était maintenu à flot. Le plan se déroulait avec une précision d'horlogerie, et cette précision, pour une raison que je n'étais pas encore prête à examiner de près, commençait à m'inquiéter. Zeno Corrie n'arrangeait rien. Il avait ce don particulier de me donner l'impression que chaque mur de la maison Yıldırız était équipé d'yeux, et que tous lui appartenaient. La 2e semaine, je revenais de la salle de pause avec un café, lorsqu'il apparut dans le couloir comme s'il avait surgi du béton. Il ne me regarda même pas, mais dit, en passant devant moi avec la désinvolture de quelqu'un qui commente la météo, « Les gens trop opportunistes ont souvent un prix. » Il continua son chemin, sans attendre de réponse. Je restais planté là, dans le couloir, mon café refroidissant à la main, une sourde irritation dans la poitrine, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison d'une manière que je ne pouvais admettre. L'identité d'Irina était inattaquable. Zane avait enquêté, fouillé, passé des coups de fil dont j'étais certaine, car les enregistrements figuraient dans les rapports de sécurité qui étaient passés sur mon bureau avant d'être. Le document fut transmis à Ravek. Il n'y trouva rien, mais sa méfiance était instinctive, nourrie par 15 années passées à protéger un homme qu'il avait lui-même presque observé. La complicité entre Ravek et moi s'était installée dans les silences, les pauses lors des réunions, les regards qui s'éternisaient, les excuses de plus en plus farfelues qu'il inventait pour me garder près de lui. Tout commença par des demandes de traduction, des documents non urgents, des contrats qui pouvaient attendre lundi, des termes techniques dont il connaissait déjà la signification, mais qu'il interrogeait quand même. Puis vinrent les dîners d'affaires avec des acheteurs internationaux, où, assis à ses côtés en tant qu'interprète officiel, je sentais sa présence comme une chaleur constante que je ne pouvais ignorer. Un soir, la 2e semaine, il me demanda de rester après les heures de bureau pour traduire un contrat avec un domaine viticole de la Loire. Le document était long, truffé de clauses juridiques complexes, et Ravek prétendit avoir besoin de la traduction pour une réunion le lendemain. Je savais que c'était un prétexte. Le contrat pouvait attendre lundi, la réunion. Ce n'était pas urgent, et il avait toute une équipe qui aurait pu s'en charger en 2 fois moins de temps, mais j'ai dit oui, parce qu'Irina aurait dit oui, et parce que la partie de moi qui aurait dû être sur mes gardes était trop occupée à remarquer qu'il avait enlevé sa veste et que les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude, dévoilant les avant-bras que j'essayais d'éviter du regard depuis le premier jour.
Nous travaillions à la table de conférence, moi d'un côté avec le contrat et l'ordinateur portable, lui de l'autre avec les originaux et un stylo qui tournait entre ses doigts pendant qu'il lisait. La pièce était vide, le bâtiment était silencieux, et l'éclairage nocturne réduisait tout à une pénombre dorée qui donnait l'impression que l'espace était plus petit qu'il ne l'était. À un moment donné, pendant la 3e clause, je me suis retrouvé bloqué sur une expression idiomatique sans équivalent direct en portugais. Le genre de problème que je résous normalement en quelques secondes, mais ce soir-là, avec Ravek assis à 2 mètres de moi, et le silence entre nous qui semblait presque vivant, c'est devenu un obstacle insurmontable. Un problème. Sa voix a percé le silence. Quand j'ai levé les yeux, il était déjà debout, contournant la table pour venir vers moi. Une expression qui se traduit mal, ai-je répondu, m'efforçant de garder un ton professionnel tandis qu'il s'approchait. Il me faut le contexte pour trouver le bon équivalent. Ravek s'est arrêté derrière ma chaise et s'est penché pour regarder le document sur l'ordinateur portable. Sa main gauche reposait sur la table, sa droite sur le dossier de la chaise, et soudain, je me suis retrouvé dans son espace, enveloppé par la chaleur de son corps, par le parfum boisé que je connaissais déjà du couloir du Penthouse, par son souffle que je sentais sur ma nuque avec une proximité qui n'avait aucune justification professionnelle. Il a lu la clause en silence, son visage à quelques centimètres de mon épaule, et j'ai retenu mon souffle, car si je respirais, il sentirait le tremblement qui me parcourait l'échine. 3e paragraphe, a-t-il dit, et sa voix, si près de mon oreille, a vibré dans un registre grave que j'ai senti à la base de ma nuque. L'expression fait référence à une garantie réciproque, utiliser une contrepartie contraignante. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison, mais il m'a fallu du temps pour m'en convaincre. Il me fallut 3 secondes pour assimiler l'information, car pendant ces 3 secondes, mon cerveau ne parvint à enregistrer que la distance entre ses lèvres et ma peau. 4 centimètres, peut-être 5, une distance qui était à la fois insignifiante et immense. Il resta là 2 secondes de trop, à regarder le document, ou à faire semblant de le regarder, avant de se retirer et de retourner de l'autre côté de la table avec l'aisance de quelqu'un qui venait d'accomplir la chose la plus banale au monde. Je tapais la traduction d'une main tremblante et gardais les yeux rivés sur l'écran pour le reste de la nuit. Lorsque je quittai la maison Hildry, il était minuit passé, et seul l'air froid de Chicago sur mon visage parvint à effacer la trace de son souffle sur ma nuque. Le plan exigeait qu'il s'intéresse à moi. Il n'exigeait pas que je ressente son intérêt comme un courant électrique me parcourant le cou jusqu'au creux de l'estomac. Ce détail n'était pas prévu, et je ne savais pas comment réagir. Un mardi soir, 3 semaines après mon premier jour, je n'arrivais pas à dormir. L'appartement que Ravek avait mis à disposition de la traductrice de la maison Hildry se trouvait dans le même immeuble que le Penthouse, 2 étages plus bas. Plus petit, fonctionnel, mais suffisamment confortable pour qu'Irina n'ait aucune raison de le refuser. Je suis descendu au Penthouse par l'ascenseur principal, prétextant devoir vérifier un contrat oublié au bureau. L'excuse était fallacieuse, je le savais, mais j'y suis allé quand même. La lumière de la bibliothèque était allumée, la porte entr'ouverte, et à travers cette fente, j'ai aperçu quelque chose que ni 11 mois de recherche ni aucune autre ne m'avait préparé à voir. Ravek Hildry, assis dans un fauteuil en cuir, chemise blanche déboutonnée aux 3 premiers boutons, restaurait un vieux livre de ses propres mains. Ses doigts, ceux-là même que j'imaginais signer des ordres d'exécution et des contrats ensanglantés, tenaient une fine spatule avec la délicatesse d'un chirurgien. Il appliquait de la colle sur la reliure du livre avec des gestes précis et lents, et son visage était dépouillé de tout ce que j'y avais jamais vu. La froideur, le calcul, la carapace. Là, au petit matin, Ravek ressemblait à un homme insomniaque qui avait enfin trouvé la seule chose au monde capable de calmer ses tremblements. Je restai planté sur le seuil bien plus longtemps que je n'aurais dû, suffisamment longtemps pour que son regard se lève de son livre vers moi sans la moindre surprise, comme s'il m'avait remarqué dès le premier instant. « Si vous comptez rester là, asseyez-vous au moins », dit-il sans hausser le ton, sans bouger, sans même lever la spatule. Je m'assis dans l'autre fauteuil, à 2 mètres de lui, jambes croisées, mains sur les genoux, et pendant 40 minutes, nous restâmes silencieux. Il remit son livre en place. Je restai assis là. Seul le léger crissement de la spatule sur le papier et nos respirations, presque synchronisées, venaient troubler le silence, comme si ce dernier avait son propre rythme et que nous avions décidé, sans en parler, de le suivre. Ce fut le moment le plus périlleux depuis mon entrée dans la vie de Ravek Hildry. Non pas à cause de la proximité physique, non pas à cause du risque d'être découvert, non pas à cause du plan. C'était dangereux parce que c'était confortable, parce que pendant ces 40 minutes, je ne prétendais pas être Irina, et lui ne prétendait pas être la forteresse impénétrable que le monde entier redoutait. Nous étions juste 2 personnes qui ne parvenaient pas à dormir et qui s'étaient trouvées pendant la seule heure où aucun de nous ne portait de masque. Quand je me suis levé pour partir, il n'avait toujours pas dit un mot, mais son regard m'a suivi jusqu'à la porte, et j'ai senti le poids de ce regard peser sur moi comme une main qui ne m'a jamais vraiment touché. Le lendemain matin,
je suis entré dans la salle de conférence et j'ai trouvé Nassim Fel assis à la table, en train d'examiner des documents. Nassim était l'avocat du syndicat, un homme si impeccable qu'il semblait sorti d'une vitrine. Costume sans un seul pli déplacé, cheveux peignés au millimètre près, une mallette en cuir qui l'accompagnait comme le prolongement de son bras. Il me regarda par-dessus ses lunettes avec cette politesse cinglante dont seul un avocat est capable, et me demanda « Vous faites partie du décor maintenant, ou il vous faut encore un badge ?» Zané, qui le suivait, s'arrêta. Le coin droit de sa bouche tressaillit. Ce n'était pas un sourire. C'était la promesse d'un sourire, la forme la plus contenue d'amusement dont le visage de Zénokori était capable, et elle disparut avant même que quiconque moins attentif ne la remarque. Mais moi, je l'ai remarqué, et je l'ai mémorisé. « Un badge, s'il vous plaît », répondis-je, avec l'aisance de quelqu'un qui encaisse le coup et le rend sans sourciller. Comme ça, je pourrai facturer des heures supplémentaires quand on me demandera d'organiser des contrats que personne ne m'a demandé d'organiser. Nassim me regarda une demi-seconde de plus, avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux, puis retourna à ses documents. Zané passa devant moi sans un mot et s'assit à l'autre bout de la table. La dynamique entre trois, Nassim inoffensif, Zané vigilant, moi faisant semblant d'être à ma place, se cristallisait autour de moi comme un cadre que je n'avais pas dessiné. Cette semaine-là, Ravek organisa un dîner pour conclure l'affaire avec le domaine bordelais. Une longue table dans le salon privé de la maison Hildry, 8 personnes, 4 langues, et moi, assis à la droite de Ravek, traduisant les termes que l'acheteur français récitait à la vitesse d'un commissaire-priseur. De l'autre côté de la table, un acheteur italien nommé Enzo, large sourire, grand geste, le genre d'homme qui touche les gens en parlant parce qu'il se croit le monde entier à ses côtés, se pencha vers moi pour me féliciter de la traduction. « Impressionnant », dit-il, et au même instant, sa main se posa sur mon avant-bras avec l'aisance de quelqu'un habitué à toucher ce qu'il admire. Une telle fluidité est rare. Où avez-vous appris le français? J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant même que la première syllabe ne sorte, l'atmosphère à côté de moi changea. Ravek ne bougea pas. Il ne regarda pas Enzo. Il ne dit pas un mot, mais je le sentis avec la même clarté que la main d'Enzo sur mon bras. L'air autour de Ravek s'était alourdi, comme si son corps tout entier émettait un avertissement silencieux, superflu. Enzo retira sa main. Je ne sais pas s'il perçut l'avertissement ou s'il termina simplement son geste, mais le résultat fut le même. Une fois le dîner terminé, les contrats signés, toutes les bouteilles ouvertes et toutes les poignées de main serrées, je remarquai que le contrat de l'acheteur italien manquait à l'appel. J'en interrogeai Nassim le lendemain matin. Il haussa les épaules et me répondit par une vague remarque sur des clauses à revoir. Le contrat ne réapparut jamais. Je ne fis aucun commentaire, mais je le sentais. Et la part de moi qui aurait dû être furieuse, car c'était de la possessivité, du contrôle, ce genre de comportement que j'aurais dû rejeter de toutes mes forces et rester silencieux. Il est resté silencieux car il y avait dans cette jalousie muette quelque chose qui me donnait l'impression d'être vu d'une manière que je n'étais pas prête à admettre. 3 jours après le dîner, tard dans la nuit, je suis passé devant le bureau de Ravek en allant prendre l'ascenseur et j'ai vu la lumière allumée. Il était assis derrière son bureau, la main pressée contre sa tempe droite et les yeux fermés. Son visage était crispé par une expression de douleur qu'il n'aurait jamais laissé personne voir. Je savais pourquoi il était là. La réunion avec les fournisseurs viennois avait duré 5 heures. Zané avait mentionné une crise sur l'une des lignes d'Istanbul, et Ravek n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. Je le savais car j'avais passé 2 mois à observer chaque détail de sa routine, à noter chacune de ses habitudes, à cartographier chacune de ses faiblesses. Je n'ai rien dit. Je suis allé à la salle de pause, j'ai rempli un verre d'eau, j'ai pris 2 comprimés de paracétamol dans le placard de la cuisine et je suis retourné au bureau. J'ai posé le verre et les comprimés sur son bureau, à côté de l'ordinateur portable, sans un mot, et je suis parti. Je ne me suis pas retourné, mais du couloir, j'ai entendu le silence qui a suivi. Ce genre de silence qu'on adopte quand quelqu'un vient de faire quelque chose d'inattendu et qu'on ne sait pas comment réagir. Ravek Hildry, l'homme qui contrôlait 3 continents et qui ne laissait personne s'approcher suffisamment pour s'intéresser à lui, fixait un verre d'eau comme si c'était la chose la plus incompréhensible qu'on lui ait jamais posée devant le nez. Personne ne prenait soin de lui. C'était la vérité la plus simple et la plus triste que j'avais découverte en 2 mois dans ce monde. On craignait Ravek, on obéissait à Ravek, on avait besoin de Ravek, mais personne ne se souciait de son mal de tête à 23 heures. Personne ne laissait un verre d'eau sur le bureau sans rien demander en retour. Et le fait que moi, la femme qui était entrée dans sa vie pour le détruire, j'ai été la première à y parvenir était une ironie si cruelle que je me suis arrêté net au milieu du couloir, le front contre le mur froid. Le plan était clair. Le faire tomber amoureux, utiliser ses sentiments comme une arme, le détruire, il s'éclaircit la gorge. Tout laisser tomber et partir. Mais le verre d'eau n'était pas prévu. Ce geste ne venait pas d'Irina. Il venait de Solène.
Et chaque jour qui passait, la frontière entre les deux s'amincissait, s'estompait, devenait plus dangereuse. Cette nuit-là, seul dans l'appartement, j'ai ouvert l'ordinateur portable et accédé pour la première fois aux fichiers financiers du syndicat. Le mot de passe se trouvait dans un document que Nassim avait laissé par inadvertance dans la salle de conférence, du moins c'est ce qu'il semblait. Mes doigts tremblaient sur le clavier, tandis que les données se chargeaient à l'écran. Feuille de calcul après feuille de calcul, contrat après contrat, la radiographie complète de tout ce que Ravek Ildri avait construit et dissimulé. J'ai cherché le nom de Théon, et ce que j'ai trouvé n'était pas ça à quoi je m'attendais. Chapitre 4. La vérité que personne n'avait prévue. Les documents financiers du syndicat s'étendaient sur 14 feuilles de calcul, 6 dossiers cryptés et près de 2 ans de transactions réparties entre Chicago, Vienne, Istanbul et Marseille. J'ai passé la nuit entière à déchiffrer les chiffres, à traduire les chiffres en itinéraires, les itinéraires en des opérations sur des noms, avec la même obsession méthodique que celle qui m'avait animé pendant les 11 mois d'enquête qui m'avaient mené jusqu'ici. 2 mois passés au sein de la maison Ildri, 2 mois à me faire passer pour Irina, 2 mois à accumuler accès, confiance, dîners discrets et regards insistants, tout cela pour arriver à ce moment précis. Les dossiers ouverts sur l'ordinateur portable, les preuves prêtes à être copiées, et la sortie planifiée pour le lendemain. Et puis j'ai trouvé le nom de Théon, là où je ne l'attendais pas, ni sur une liste noire, ni dans un contrat d'exécution, ni dans le registre d'une dette recouvrée dans le sang. Théon Amari figurait dans les archives internes du syndicat comme expert comptable indépendant engagé par l'une des sociétés écrans de Ravek pour examiner des rapports financiers. Ça, je le savais déjà. Ce que j'ignorais, ce qu'aucune enquête menée de l'extérieur n'aurait pu révéler, c'était la suite. Lorsque Théon a découvert qu'il blanchissait de l'argent, il a demandé à partir. La plupart des organisations comme le syndicat gèrent ce genre de demande avec 3 options. Le silence forcé, la disparition ou la mort. Ravek n'en a choisi aucune. Ravek a autorisé la sortie. Dans les registres, l'autorisation était formalisée par le sceau de cire noire que j'avais déjà vu sur d'autres documents, la lettre que j'avais gravée à l'ottomane, la marque du cercle restreint. Théon aurait dû s'en sortir sans laisser de traces. Un itinéraire avait été préparé, un faux contrat justifiant la rupture du contrat, et un virement financier était prévu pour couvrir les 6 prochains mois afin qu'il puisse recommencer à zéro sans laisser de traces. Théon n'a jamais utilisé cet itinéraire, n'a jamais reçu le virement, car quelqu'un l'a intercepté. Le nom figurant dans les registres était Marzana Kessler, propriétaire de la Galleria Kessler, une galerie d'art prestigieuse de Chicago qui servait de façade à un réseau rival du syndicat. Les documents révélaient les faits avec la froideur d'une autopsie. Marzana a été informée de la sortie de Théon avant qu'elle ne soit exécutée. Quelqu'un au sein du syndicat a vendu son emplacement. Marzana a utilisé Théon comme un pion dans une attaque contre Ravek, a tué le comptable que Ravek avait tenté de protéger et a fabriqué des preuves accablantes contre le syndicat lui-même. 3 coups de feu. Dans le coffre d'un entrepôt du port de Chicago. La scène de crime avait été mise en scène pour ressembler à une exécution interne, et les indices laissés avec la précision de quelqu'un qui savait que quelqu'un viendrait les chercher. J'étais cette personne. Je suis venu chercher, et j'ai trouvé exactement ce que Marzana voulait que je trouve. La compréhension m'est arrivée comme une vague, pas d'un coup, mais par couches successives, chacune plus lourde que la précédente. Théon n'est pas mort parce qu'il en savait trop. Il est mort comme monnaie d'échange dans une guerre dont il ignorait même l'existence. Les preuves qui m'ont mené à Ravek n'étaient pas des preuves, c'était un appât. L'enquête que je croyais avoir menée avec une précision chirurgicale n'était, depuis le début, qu'un chemin tracé pour moi par quelqu'un d'autre. Je n'étais pas l'enquêteur, j'étais l'arme. Ma vengeance contre Ravek avait été, dès le départ, le plan de Marzana Kessler. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai rouvert, je l'ai refermé, je me suis levé de ma chaise et je suis allé dans la salle de bain de l'appartement. Et l'ironie, elle s'éclaircit la gorge, de m'enfermer dans une salle de bain pour craquer ne m'a pas échappé. Moi, même au beau milieu de l'effondrement. Assise sur le sol froid, le dos contre le carrelage, j'ai relu 3 fois les documents sur mon téléphone, cherchant une faille, une contradiction, le moindre indice qui prouverait que c'était un mensonge. Je n'ai rien trouvé. Les chiffres étaient cohérents, les dates correspondaient, et la signature de Marzana figurait sur 2 des documents, de la même écriture que celle que j'avais déjà vue dans les catalogues de la Galleria Kessler. Tout ce que j'avais construit ces 11 derniers mois, chaque heure de recherche, chaque document falsifié, chaque nuit blanche à planifier la destruction de Ravek Ildri, reposait sur un mensonge. Pas le mien, celui de quelqu'un d'autre. J'avais passé des mois à haïr le mauvais homme, et la haine qui m'animait était une arme pour quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'ai appelé Léora à 3 heures du matin. Le téléphone a sonné 1 fois et demie avant qu'elle ne décroche, la voix rauque et sans la moindre surprise. Je savais que cet appel allait arriver, a dit Léora,
et je l'ai entendu se redresser dans son lit et allumer le téléphone. La lampe. Je ne savais tout simplement pas quelle heure il était. Je lui ai tout raconté, sans filtre, sans ordre, sans me soucier de protéger des informations que je gardais secrètes depuis des mois. Je lui ai parlé des enregistrements, de Marzana, de la voie d'évasion que Ravek avait préparée pour Théon, de l'interception, du fait que mon frère était mort comme un pion dans un jeu entre deux organisations criminelles, et que j'avais passé près d'1 an à être manipulé pour jouer le jeu de l'un des camps. Léora écoutait sans m'interrompre, ce qui pour elle était l'équivalent émotionnel de retenir sa respiration sous l'eau. Quand j'ai fini de parler, le silence a duré 5 secondes, puis sa voix est devenue plus douce, plus prudente, sans aucune trace de l'ironie que je connaissais si bien. Celine, echoed. Tu te trompes peut-être à son sujet, mais tu n'es pas obligé de te tromper sur toi-même. Je n'ai pas répondu. Assise par terre dans la salle de bain, le téléphone à l'oreille, les yeux secs, j'avais déjà dépassé le point où mon corps produit des larmes et atteint celui où il se met simplement en veille. Léora est restée en ligne pendant encore 10 minutes, respirant au même rythme que moi sans rien dire de plus, jusqu'à ce que je dise que j'allais dormir. C'était un mensonge, mais elle a compris. Pendant que j'étais enfermé dans la salle de bain à relire des dossiers et à appeler New York, une autre conversation se déroulait à l'étage. Zané Akoré est entré dans le bureau de Ravek avec un dossier inhabituel. Zané enquêtait sur Irina Dvorak depuis le premier jour, non pas sur ordre de Ravek, mais par instinct, par méfiance, nourri par 15 années passées à protéger un homme que le monde entier voulait faire tomber. L'identité d'Irina était solide, mais Zané ne cherchait pas de faille. Il cherchait la personne qui se cachait derrière, et ce soir-là, il l'a trouvée. Sa vraie, Solène Amari, annonça Zané, debout devant le bureau de Ravek. Le dossier se referma entre ses mains et sa voix devint monocorde, comme celle de quelqu'un annonçant une mort certaine. La sœur cadette de Théon Amari, le comptable que nous avons tenté de protéger et qui est décédé au port il y a 13 mois. Ravek resta immobile, silencé. Zané poursuivit. Elle a passé 11 mois à élaborer un plan d'infiltration. La fausse identité, le profil de traductrice, la rencontre dans les toilettes, tout a été mis en scène pour vous atteindre. Le mobile le plus probable est la vengeance. Elle croit que vous avez ordonné le meurtre de son frère. Le silence qui s'abattit sur le bureau était de ceux qui précèdent les orages. Non pas les orages rapides, qui passent dans le bruit et le vent, mais les orages lents, qui modifient la pression atmosphérique avant de tout détruire. Ravek regarda Zané avec une expression qui n'était ni colère, ni surprise, ni acceptation. C'était pire encore, la reconnaissance de quelqu'un qui savait déjà, à un niveau qu'il refusait de nommer, que la femme qui avait posé un verre d'eau sur son bureau à 23 heures était trop dangereuse pour être réelle. « Partez », dit Ravek, d'un seul mot, le plus calme et le plus définitif que Zané ait jamais entendu de sa bouche. « Ravek, je m'en occupe. » Zané partit et, en refermant la porte, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. La certitude que son patron allait prendre une décision non pas avec sa tête, mais avec quelque chose que Ravek Ildri n'avait jamais admis posséder. La faille entre deux, qui existait depuis que Zané l'avait mis en garde contre Solène. La première semaine, j'ai ignoré la situation, et l'idée m'a paru infondée, comme une porte close. Le lendemain matin, un message est parvenu au syndicat via l'un des canaux cryptés utilisés par Ravek pour communiquer avec ses alliés. Ce n'était pas un allié. Le texte était court, non signé, mais le style était immédiatement reconnaissable pour quiconque connaissait les méthodes de Marzana Kessler. Les pièces perdues qui reviennent sur l'échiquier ne sont pas toujours les mêmes. Attention, elle s'éclaircit la gorge, à ce que vous ne voyez pas. La menace n'était pas vague par hasard. Marzana savait que quelqu'un avait accès aux documents financiers. Elle savait que l'étau se resserrait, et le message était à la fois un avertissement et une provocation. Sa façon de dire qu'elle était toujours dans la course, et que le prochain coup lui appartiendrait. Je n'étais pas au courant de ce message ce matin-là. Ce que je savais, en entrant dans le bureau de la maison Ildri, les yeux gonflés par une nuit blanche et l'estomac vide comme si je ne pouvais rien avaler d'autre que du café, c'est que Ravek était différent. Il était déjà dans la pièce à mon arrivée, assis. Sa chaise était toujours dans la même posture. Le dos droit, les épaules larges, les mains sur le bureau, mais il y avait dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la froideur. De la froideur, je le savais. La froideur était son état par défaut, la température ambiante de quelqu'un qui avait passé sa vie entière à entraîner son corps à ne pas trahir ses pensées. C'était différent. C'était de la douleur. Nouvelle, vive, à peine contenue, comme une plaie qui venait de s'ouvrir et qui n'avait pas encore eu le temps de saigner. Il me regarda quand j'entrai. Il ne dit pas, il s'éclaircit la gorge. Bonjour, ne me demanda pas des nouvelles des contrats, ne fit aucun de ces gestes routiniers qui étaient devenus partie intégrante de notre quotidien ces 2 derniers mois. Il me regarda simplement, et je sentis,
avec la lucidité de quelqu'un qui avait passé bien trop de temps à scruter chaque nuance de son visage, que quelque chose avait changé entre nous pendant la nuit. Ravek se leva. Il s'approcha de moi, près de la porte, et s'arrêta à moins d'un pas, assez près pour que je sente la chaleur de son corps. L'odeur boisée, la respiration contrôlée qui, cette fois, semblait demander plus d'efforts que d'habitude. Il se tenait là, me regardant de haut, parce qu'il était plus grand, parce qu'il le serait toujours, et parce que cette différence de taille, à cet instant précis, semblait porter le poids de tout ce qu'il savait et de tout ce que j'ignorais encore qu'il savait. « Dis-moi une chose vraie, » dit-il. Sa voix était basse et claire, sans colère, sans accusation, sans rien qui puisse me servir de bouclier. Juste une chose. L'air me manqua. Je le regardais, ses yeux sombres, il s'éclaircit la gorge, que j'avais scruté en photo pendant des mois, et que maintenant, en personne, de près, avec cette nouvelle douleur qui transparaissait derrière son calme, je compris qu'il ne posait pas une question rhétorique. Il me donnait une chance. Une unique chance de dire quelque chose qui n'était pas construit, répété, formaté pour être consommé. Et moi, regardant avec Hildry comme Iréna, mais me sentant comme Solène, je dis la chose la plus sincère qui ait franchi mes lèvres ces 13 derniers mois. Des mois. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Il n'a pas répondu. Son visage est resté impassible. Son regard est resté fixé sur lui. Ses mains sont restées le long de son corps, raides comme celles de quelqu'un qui maintient quelque chose en place par la seule force de sa volonté. Nous sommes restés à cette distance minimale pendant 3 secondes, un silence plus pesant que tout ce que ce bâtiment avait jamais connu. Puis il est parti. Il est passé devant moi, a ouvert la porte et a descendu le couloir sans se retourner. Il ne m'a pas mise à la porte. Il n'a pas envoyé Anne m'escorter jusqu'à la sortie. Il n'a pas dit un mot de plus. Et ça, le fait qu'il soit simplement parti, sans crier, sans menacer, sans la réaction qu'aurait eu n'importe quel autre homme à sa place, était pire que n'importe quelle punition que j'aurais pu imaginer, parce que cela signifiait que la douleur était réelle, et que, d'une manière que je ne pouvais nommer, j'en étais responsable. Je suis resté là, dans le bureau vide, le bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir, et une certitude montant en moi comme une marée irrésistible. Il fallait que je lui dise. La vérité, toute la vérité. Non par stratégie, non par peur d'être découverte. C'était déjà arrivé. Je le sentais, même s'il ne l'avait pas dit. Je devais lui dire parce que j'avais regardé cet homme et vu la douleur dans ses yeux, et pour la première fois depuis la mort de Théon, la douleur de quelqu'un d'autre pesait plus lourd que la mienne. Mais je ne savais pas si je survivrais à ce qui allait suivre. Chapitre 5. Le poids du sang. J'ai décidé de dire la vérité un mardi à 2 heures du matin, assise par terre dans la salle de bain de l'appartement que Ravek avait donné à une femme qui n'existait pas. La décision n'a pas été une évidence, ni une révélation. Elle est venue de l'épuisement. De cet épuisement qui s'insinue jusqu'aux os quand le corps comprend, avant l'esprit, qu'il ne peut plus porter le poids d'être 2 personnes à la fois. Je ne l'ai pas fait par stratégie. Je ne l'ai pas fait par peur que Zané le lui ait déjà dit, même si je savais, instinctivement, que je n'avais pas besoin de confirmation, qu'il avait déjà tout remis. Je l'ai fait parce que j'avais regardé Ravek dans le bureau ce matin-là, j'avais vu la douleur dans ses yeux, cette nouvelle douleur à vif qu'il essayait de dissimuler derrière le même calme qu'à l'ordinaire, et j'avais compris qu'il méritait de l'entendre de moi, pas d'un dossier, pas de Zané, de moi. Je suis monté aux Pentouses par l'escalier de service. La lumière de la bibliothèque était allumée, comme cette première nuit où je l'avais trouvé en train de restaurer un livre et où il m'avait dit de m'asseoir sans lever les yeux. Chicago brillait à travers les immenses fenêtres, une constellation horizontale de lumière froide qui donnait l'impression que la bibliothèque était suspendue entre le ciel et le béton. Ravek se tenait près de l'étagère, les mains dans les poches et la mâchoire serrée, regardant la ville comme si elle lui devait quelque chose. Il a entendu mes pas et s'est retourné, n'a rien dit, se contentant de me regarder avec cette attention contrôlée que j'avais appris à reconnaître comme sa façon de se préparer à toute éventualité. Je me suis arrêté au milieu de la bibliothèque, à 4 mètres de lui, et j'ai commencé à parler. Je lui ai tout dit. Son vrai nom, Solène Amari, pas Iréna Dvorak. Théon, mon frère aîné, mort il y a 13 mois, 3 balles dans la poitrine. Affaire classée, corps remis à la famille avant même que l'équipe médico-légale ait fini de lire son rapport. L'enquête, 11 mois à éplucher les archives, à remonter la piste des connexions, à assembler les pièces du puzzle jusqu'à ce que je tombe sur un nom qui allait se transformer en condamnation à mort. Ravek Ildris. Le plan, infiltrer, me construire une fausse identité après 6 mois de préparation, entrer dans sa vie par la porte qu'il ouvrirait lui-même, faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi, puis détruire tout ce qu'il avait bâti. L'identité d'Iréna, chaque document, chaque référence fabriquée de toutes pièces, chaque sourire répété, chaque détail savamment orchestré pour que la femme qu'il verrait soit irrésistible et puisse percer toutes ses défenses. Et cet amour, qui n'aurait jamais dû exister, qui n'avait jamais fait partie d'aucun plan,
qui a grandi dans les silences du soir, dans les verres d'eau laissés sur les bureaux, et pendant ces 40 minutes où aucun de nous n'a prononcé un mot, et où le monde a semblé, l'espace d'un instant, simple. Ravek, il ne m'a pas interrompu, n'a pas bougé. Il est resté planté là, les mains dans les poches, dans la posture d'un homme qui encaissait chaque mot comme un coup et choisissait de les recevoir tous sans broncher. Son visage n'a pas changé, mais ses yeux, si. À chacune de mes phrases, quelque chose s'éteignait dans son regard, comme une lumière recouverte de couches successives de verre noir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une opacité qui me glaçait le sang au milieu d'une pièce chauffée. Quand je me suis tu, le silence entre nous était le plus lourd que j'ai jamais entendu. Plus lourd que le silence à la morgue quand j'ai identifié le corps de Théon. Plus lourd que le silence dans mon appartement les nuits suivantes. Ce silence avait une forme, une ampleur. Il emplissait l'espace entre nous comme une tierce personne que ni l'un ni l'autre n'avions invitée. Ravek m'a regardé pendant un temps indéterminé, et a dit, de la voix la plus basse et la plus brisée que je lui ai jamais entendue, « Je savais que tu allais me détruire. Je ne savais tout simplement pas comment. » Et il quitta la bibliothèque. Les 3 jours suivants furent faits de silence et de murs. Je ne suis pas parti. Je suis resté dans l'appartement que Ravek m'avait fourni, 2 étages en dessous du Penthouse, dans un entre-deux, entre la femme que j'étais et celle que je ne savais plus être. Je ne mangeais pas correctement. Tout ce que j'avalais avait le goût du papier. Je ne dormais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Ravek à l'instant précis où j'avais fini de parler. Cette opacité dans son regard, pire que la colère, car la colère, au moins, signifiait qu'il tenait encore à moi. Léora m'envoyait des messages toutes les 4 heures, avec différentes variantes du même message. Respire. Il a besoin de temps. Toi aussi. Dans l'un d'eux, elle ajoutait, s'il ne revient pas, je prends l'avion et je viens te chercher. S'il revient, je prends l'avion et je rencontre cet homme en personne. De toute façon, il s'éclaircit la gorge. Je prends l'avion. J'ai failli sourire, vraiment failli. L'après-midi du 2e jour, on a frappé à la porte de l'appartement. J'ai ouvert, m'attendant à trouver un employé de la maison Hildry avec un avis d'expulsion. Ces années à corps que j'ai trouvé. Il se tenait dans le couloir, le dos droit comme toujours. Les mains le long du corps, pas de dossier, pas d'arme apparente, sans l'expression d'hostilité calculée que j'associe à son visage depuis le premier jour. Il m'a regardé, et le mot m'a surpris dès qu'il m'est venu à l'esprit, fatigué. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert la porte et me suis écarté. Zané est entré, a balayé l'appartement du regard, d'un geste rapide et mécanique, et s'est arrêté près de la fenêtre, les bras croisés. C'était la première fois que nous étions dans la même pièce, sans que l'atmosphère entre nous soit aussi tendue qu'une zone de combat. Je l'avais prévenu, a dit Zané en regardant par la fenêtre plutôt que vers moi. Il n'a pas voulu m'écouter. Sans surprise. C'est l'homme le plus têtu que je connaisse, et je le connais depuis 15 ans, ce qui signifie que j'ai 15 ans d'entraînement à être ignoré. Il marqua une pause, puis tourna son regard vers moi. Mais je ne l'ai jamais vu regarder qui que ce soit comme il te regarde, et cela inclut les 15 années que j'ai dû le supporter. Le coin de ses lèvres bougea. Ce n'était pas un sourire. C'était un lointain cousin du sourire, le genre de sourire que Zané Accor s'autorisait probablement une fois tous les 5 ans, et qui disparaissait avant même d'avoir pu se former complètement. Mais il était là, et au milieu de tout ce que je ressentais, cette expression presque ironique sur le visage de l'homme qui souriait le moins au monde suffit à me faire piquer les yeux pour la première fois en 3 jours. Zané partit sans rien ajouter, et je restai près de la fenêtre, à regarder Chicago, avec une question à laquelle je ne pouvais répondre. Si l'homme qui connaissait le mieux Ravek au monde me disait cela, qu'est-ce que cela signifiait? La réponse me vint à 2 heures du matin, le 3e jour. J'étais rallongé dans mon lit. Éveillé, les yeux fixés au plafond, j'entendis frapper à la porte. Un seul coup, sec, net, sans équivoque. Le cœur battant la chamade, je me levai et ouvris. Ravek était là. Pas de fleurs, pas de discours, rien de ce que j'aurais attendu d'un autre homme. Il portait sa chemise sombre habituelle, les manches retroussées jusqu'au coude, les cheveux retombant sur son front d'une façon qui me donnait envie de lever la main et de les écarter, et de me détester d'en avoir envie. Il me regarda. Son regard portait encore le poids des 3 derniers jours, mais son opacité avait changé. Il n'était plus sombre. Il était fissuré, comme du verre qui avait reçu un choc sans se briser, mais qui laissait déjà filtrer la lumière. « Ton vrai nom » dit-il. « Répète-le. » Sa voix était basse, rauque, comme s'il n'avait parlé à personne depuis 3 jours, et peut-être était-ce le cas. « Selène, dis-je. » Il le répéta lentement, avec l'attention de quelqu'un qui apprend un nouveau mot dans une langue étrangère, tâtonnant chaque syllabe, laissant le son emplir l'espace entre nous. Céline. Et il entra. Nous avons parlé pendant des heures,
assis sur le canapé de l'appartement, les jambes allongées, les miennes croisées, 30 centimètres entre nous, une distance que ni l'un ni l'autre ne cherchions à combler. Pas encore. Ravek me raconta l'histoire de Théon, comment il avait appris, il s'éclaircit la gorge, que le comptable indépendant avait découvert le blanchiment d'argent, comment il avait pris la décision qu'il n'avait jamais prise, autoriser la sortie, préparer l'itinéraire, les documents, le transfert, et comment il avait appris que Théon avait été tué au port, 3 balles dans la poitrine, une exécution trop propre pour être fortuite, avec des preuves trop bien placées pour ne pas être intentionnelles. Il soupçonnait Marzana Kessler, mais n'avait jamais eu de preuves suffisantes, et il portait le poids de la culpabilité de ne pas en avoir fait assez pour protéger un homme qu'il avait essayé de protéger. Je lui ai parlé de la douleur, des premiers jours après la mort de Théon, quand le monde semblait fait de coton et de verre brisé, de l'enquête, des nuits blanches à éplucher les archives, du moment où le nom de Ravek Ildri est apparu pour la première fois et est devenu la seule chose qui me maintenait debout, de la décision de détruire un homme sans savoir que je détruisais le mauvais. La réconciliation ne s'est pas faite d'un coup, elle s'est construite, mot après mot, confession après confession, silence après silence. Aucun de nous ne s'est excusé, car les excuses ne pouvaient masquer l'ampleur de ce qui s'était passé. Ce que nous avons fait était plus difficile. Nous avons regardé la vérité en face, avec toutes ses parties laides, tranchantes et irréversibles, et nous avons décidé de rester malgré tout. Ravek a fait le premier pas. Sa main s'est levée vers mon visage avec une lenteur que j'ai ressentie dans chaque centimètre de ma peau, entre l'air et son contact, comme s'il confirmait que j'étais réel, que j'étais là, que la femme assise sur ce canapé était bien celle qui avait tout avoué à la bibliothèque et qui était restée debout tandis que le monde s'écroulait autour d'elle. Ses doigts effleurèrent ma joue et s'arrêtèrent, chauds, fermes, avec un tremblement presque imperceptible qui me déchira le cœur, car avec Ildri ne tremblait jamais, jamais, sauf à cet instant. Je posai ma main sur sa poitrine et sentis son cœur battre la chamade sous sa chemise. Le tissu était fin et sa peau irradiait une chaleur qui semblait venir d'un endroit plus profond que le corps. 4 mois à faire semblant d'être quelqu'un d'autre auprès de cet homme, et maintenant que les masques étaient tombés, chaque contact était comme une première, car c'en était une. Ravek n'avait jamais touché Solène, seulement Irena, il s'éclaircit la gorge, et la différence était partout, dans la pression de ses doigts, dans son regard, dans l'absence de toute calculation derrière son geste. Il m'embrassa pour la première fois, et ce n'était pas de l'urgence, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas le désir accumulé pendant des semaines à feindre une distance professionnelle entre nous, c'était un homme qui savait exactement qui il embrassait et qui avait choisi de le faire malgré tout. Sa bouche trouva la mienne avec une intention qui me fit fermer les yeux et expirer le souffle que je ne savais même pas retenir. Il m'embrassa lentement, avec une profondeur que je sentis jusqu'au bas de mon dos, et ses mains remontèrent le long de mon dos jusqu'à ma nuque, s'y agrippant avec une fermeté qui en disait plus que tous les mots. Je suis là. Je ne pars pas. J'ai choisi de rester. Je lui déboutonnai le pantalon et effleurai la peau chaude de son ventre. Ses muscles se contractèrent sous mes doigts et il frissonna, un tremblement qui parcourut tout son corps et me parvint au point de contact entre ma paume et sa peau. Ce tremblement, venant d'un homme qui avait bâti toute sa vie sur la maîtrise absolue de chaque réaction, fut ce qui fit tomber la dernière barrière que je feignais encore de maintenir. Nous nous sommes déshabillés lentement, sans précipitation, sans cette adrénaline qui vole un instant avant qu'il ne disparaisse. Chaque vêtement qui tombait était une couche de moins entre ce que nous étions et ce que nous avions prétendu être. Il traça du bout des lèvres la ligne de mon cou, descendant sur mon épaule jusqu'à ma clavicule, et je fermai les yeux, car j'avais besoin de sentir sans voir la pression de sa bouche sur ma peau, la chaleur de son souffle, la légère rugosité de sa mâchoire effleurant ma clavicule à chaque baiser. Il me touchait avec précision, comme tout ce qu'il faisait, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ce toucher, une attention particulière, comme si j'étais l'un de ces vieux livres qu'il restaurait aux aurores à la bibliothèque, fragiles et rares, dignes de chaque seconde d'attention. J'ai failli rire à cette pensée, car elle était à la fois absurde et vraie. Il m'allongea sur le canapé et se plaça au-dessus de moi, s'appuyant sur ses avant-bras, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux, ouverts, présents, sans la moindre trace de voile, me fixaient avec une intensité que je ressentis dans ma poitrine, comme une pression physique. Je passai mes mains sur son dos, sentant sous mes paumes la tension de chaque muscle, la chaleur de sa peau, la longue et fine cicatrice qui descendait le long de son omoplate gauche et dont aucune recherche n'avait jamais fait mention. « Reste », dit-il d'une seule voix, rauque, basse, presque étouffée par sa respiration lourde. Je compris, au poids de cette syllabe, qu'il ne me demandait pas de rester cette nuit-là. Il me demandait de rester toutes les nuits suivantes. Quand nos corps se touchèrent, je ressentis à la fois un poids et un soulagement, cette sensation de plénitude qui n'existe que lorsqu'il ne reste plus rien entre deux êtres, plus de mensonges, plus de peur, plus d'armure que chacun porte pour survivre au monde. Il bougea lentement au début, les yeux rivés sur les miens, nos fronts pressés l'un contre l'autre, et nos respirations se mêlèrent en un rythme que je ne pus distinguer. Je sentais sa chaleur à l'intérieur comme à l'extérieur, ses bras autour de moi, et je pensais, il connaît mon nom maintenant, le vrai,
et il est toujours là. Ses mains agrippèrent mes hanches avec une fermeté qui me fit cambrer le dos. Le rythme changea, plus profond, plus précis, chaque mouvement atteignant un point qui me faisait perdre le fil de mes pensées pour mieux le retrouver, fragmenté en vagues. La pièce résonnait de sa respiration haletante, du frottement de sa peau contre la mienne, des sons graves qu'il laissait échapper contre ma nuque et que je sentais vibrer dans sa gorge avant même de les entendre. Mes pensées s'accéléraient, se raccourcissaient, devenant des fragments inachevés. Sa chaleur, son poids, il s'éclaircit la gorge, la pression de ses doigts sur ma peau, le bruit de ma propre respiration qui se brisait. L'intensité monta jusqu'à un point où je cessai de penser et ne retins plus que ressentir. C'est à cet instant précis que je sus que je me donnais entièrement, sans filet, sans plan, sans aucune image de moi-même répétée pour me protéger. Je me suis abandonné la première, mon corps tout entier se contractant dans une vague qui l'emprisonnait en moi. Il a pris mon visage entre ses mains et a pressé son front contre le mien en se laissant aller dans un dernier mouvement profond qui a arraché à sa respiration un son grave et brisé que j'entendrai longtemps en mémoire. Nous sommes restés ainsi, notre respiration se calmant peu à peu, nos corps enlacés, son front toujours contre le mien. Nous sommes restés immobiles, et dans le silence qui a suivi, j'ai pensé que pour la première fois, je n'avais pas besoin de faire semblant d'être là parce que je le voulais. Parce que c'était vrai. Je voulais être là. En tant que Solène, tout simplement. Au petit matin, il m'a emmené aux Pentouses. Nous avons pris l'ascenseur en silence, nos doigts entrelacés, nos corps tout entiers alourdis par une fatigue qui refuse le sommeil. Elle aspire juste à être près de lui. Je me suis endormi dans son lit, son bras autour de ma taille, le son de sa respiration dans mon oreille, comme la seule chose qui manquait encore au monde. Le matin est arrivé, la lumière grise de Chicago inondant le Penthouse. J'étais dans la salle de bain, en serviette, les cheveux encore humides de la douche, la buée encore sur le miroir, cette même salle de bain où tout avait commencé, où Irena était née, où Ravek avait ouvert la porte et trouvé une inconnue qui n'aurait pas dû être là. J'ai entendu ses pas, la porte s'est ouverte et Ravek Ildri s'est arrêté sur le seuil, exactement comme la première nuit, ses larges épaules occupant tout l'encadrement et ses yeux sombres fixés sur moi. Mais cette fois, il ne m'a pas demandé qui j'étais. « Solène » a-t-il dit. Ce n'était pas une question, c'était un nouveau départ. J'ai souri, et il m'a rendu mon sourire, un sourire rare et discret qui a transformé son visage un instant avant de disparaître, comme un trésor qui n'était pas encore sûr de pouvoir dévoiler au monde. Nous sommes restés là, dans cette même salle de bain, il s'éclaircit la gorge, où tout avait commencé, la vérité remplaçant enfin le mensonge qui avait occupé l'espace pendant des mois. Nous sommes retournés dans la chambre. Ravek s'est assis sur le lit et a pris son téléphone sur la table de chevet pour vérifier quelque chose que je n'avais pas vu, et à cet instant précis, avant même qu'il puisse déverrouiller l'écran, le téléphone a vibré. J'ai vu le nom qui apparaissait dans la notification, car j'étais assez près et parce que mon regard s'est posé instinctivement sur le reflet de l'écran. Ravek répondit, écouta 5 secondes, puis son visage changea, d'une manière imperceptible pour le commun des mortels. Ce n'était ni un mouvement brusque, ni un changement de couleur, ni un son, mais quelque chose dans les yeux, une légère contraction de la mâchoire, le genre de changement que seul quelqu'un ayant passé des mois à scruter chaque micro-expression de ce visage pouvait déceler. Je l'ai reconnu. Il raccrocha, se leva, prétexta devoir s'occuper de quelque chose au bureau, m'embrassa le front avec une tendresse qui me prit encore au dépourvu, enfila sa chemise et partit. Je restai au lit, fixant le plafond, une sensation grandissante dans ma poitrine que je connaissais trop bien. L'impression que quelque chose clochait, un fil qui dépassait dans une tapisserie d'apparence parfaite, une fausse note dans une mélodie qui aurait dû être parfaite. Mais je savais une chose, cette sensation, que le sol n'était pas aussi solide qu'il y paraissait, était la même que celle que j'avais ressentie la veille de la mort de Théon, et cette fois, je n'allais pas l'ignorer. Ici désir criminel. Voilà qui conclut le premier tome, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. 4 mois sans mensonge. Solène pensait que le plus dur était passé, les aveux, le pardon, elle s'éclaircit la gorge, le vrai nom prononcé à voix haute. Mais vivre aux côtés de Ravek Ildri, c'est une autre guerre, silencieuse, sans ennemi visible, qui se livre entre le petit déjeuner et le crépuscule. Il contrôle, elle s'efface, et aucun des deux ne réalise à quel point leur relation se détériore de l'intérieur jusqu'à l'arrivée d'une enveloppe. Sans adresse d'expéditeur, avec une simple ligne qui anéantit la paix qu'ils ont bâtie pierre par pierre. Je sais ce qui est vraiment arrivé à Théon. Tu connais la moitié de la vérité, j'ai l'autre moitié. La dette de sang n'est pas réglée, elle a juste changé de main. Comme vous le voyez, ce n'était qu'un petit aperçu du deuxième tome. Pour voir la version intégrale non censurée, cliquez simplement sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve dans quelques secondes. Petit rappel, cliquez sur le premier lien dans les commentaires, et le tome 2 complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça.
Je prends un immense plaisir à travailler sur ce tome, et comme vous l'appréciez aussi, je vous promets que la suite arrive bientôt. Vous y trouverez des histoires encore plus torrides, de la romance sombre et intense. Cette version étant beaucoup plus osée, la vidéo ne serait pas bien accueillie sur YouTube. Cet espace privé me permet de révéler toute ma personnalité et de donner le meilleur de moi-même. Sachez que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de maintenir mon équipe et de continuer à vous proposer des histoires de qualité. Je vous donnerai bientôt d'autres nouvelles. Rendez-vous sur le lien du commentaire épinglé. Malheureusement, beaucoup de personnes téléchargent notre version audio, copiant ainsi l'histoire en entier, et la republient simplement sur YouTube. Si vous souhaitez voir l'histoire originale et être parmi les premiers à recevoir les suivantes, recherchez My Stories by Désir Criminel sur YouTube pour accéder au meilleur contenu de romance sombre. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Désir Criminel sur YouTube. Je vous y attends. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez les notifications. Red Heart.